Anne-Cécile vient avec ses invités, Monique Dagneau, Camille Etienne, Anne-Sophie Moreau, Najat Vallaud-Belkacem et Julien Darmon. Venez nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Anne-Cécile, la Bonjour scène Nicolas. est à vous. Alors Merci beaucoup. Le placement, je sais Julien que vous êtes là. Après au milieu. Installez-vous les uns les autres. C'est ça, le placement est bien au milieu. C'est très bien. Ok, allez. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer un petit test, si je vous dis OK boomer, vous savez de quoi je parle exactement? Vous comprenez le sens de cette expression? Oui? Non? Si vous ne comprenez pas l'expression OK boomer, c'est peut-être que vous êtes un baby boomer. Alors, l'expression baby boomer a enflammé la toile début 2020 pour signifier aux baby boomers qu'ils étaient complètement à côté de la plaque sur les enjeux écologiques, sur l'économie, sur la société, en fait sur tout. Et bien sûr, la crise du Covid n'a rien arrangé. Études, stages, CDD, concours, entretiens d'embauche. Des milliers de jeunes ont vu leur projet voler en éclats. Et selon l'Organisation internationale du travail, les moins de 25 ans seront les principales victimes des conséquences économiques de la crise du Covid. Cette pandémie a intensifié les inquiétudes de cette jeunesse face à la question écologique. Elle a exacerbé une sensibilité extrême aux inégalités, aux injustices, au racisme. Comparée aux baby-boomers qui ont connu Simone de Beauvoir, la liberté sexuelle, le rock'n'roll. Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi avec les catastrophes. Ils ont connu la crise financière, ils connaissent la crise du climat, la crise des réfugiés et maintenant la crise du coronavirus. Les inquiétudes qui les traversent se sont déjà exprimées lors des grèves étudiantes pour le climat en 2019 et plus récemment lors des manifestations contre le racisme. Alors, va-t-on vers un conflit de génération et surtout comment éviter ce conflit? C'est ce que nous allons voir avec mes invités que je vais maintenant vous présenter. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, on vous a connue femme politique, vous avez été élue locale pendant des années jusqu'à devenir la première femme ministre de l'Éducation nationale. Depuis 2017, vous avez ajouté d'autres cordes à votre arc, notamment vous avez fait un détour dans le privé chez Ipsos. Vous avez également créé une collection d'éditions chez Fayard et vous enseignez l'égalité femmes-hommes à Sciences Po. Depuis début 2020, vous dirigez la section française de l'ONG One. L'ONG One a été créée par le chanteur de U2 Bono au début des années 2000 face au drame du sida dans les pays les plus pauvres, puis s'est élargie à la lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde, lutte qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver, Najat Vallaud-Belkacem. Je vous demande de l'applaudir. Alors, Monique Dagneau, vous êtes sociologue des médias et des réseaux sociaux. Vous êtes directrice de recherche au CNRS à Paris. Vous êtes également maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez développé des recherches sur les adolescents et les jeunes adultes. Vous co-dirigez Telos, qui est un site qui publie un article de chercheurs par jour. Et enfin, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres, dont le prochain à paraître chez Odile Jacob sera consacré aux élites, sous-élites, alter-élites. Bienvenue à vous, Monique Dagneau. Camille Etienne, vous êtes née en Savoie, vous avez 22 ans, vous avez eu une enfance sportive dans les montagnes savoyardes avant de rejoindre Paris pour un double cursus de sciences politiques et de philosophie. Vous êtes désormais une figure de votre génération engagée pour le climat. Vous intervenez dans de nombreuses conférences comme aujourd'hui. Vous militez autour de Greta Thunberg pour réclamer un Green Deal ambitieux. Tout le monde ici a hâte de vous entendre. Camille Etienne. Alors Anne-Sophie Moreau, diplômée de l'ESSEC et philosophe, vous êtes également journaliste. Vous dirigez aujourd'hui la rédaction de Philonomiste, qui est le média de Philosophie Magazine dédié au monde du travail, de l'entreprise et de l'économie. Votre triple expertise, philosophe, économiste, journalistique, va nous être bien utile aujourd'hui. Je vous remercie d'accueillir Anne-Sophie Moreau. Alors, c'est suffisamment rare pour être remarqué. Vous êtes le seul homme de notre panel. J'espère que vous ne vous sentirez pas trop seul.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po, conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, chroniqueur aux Échos, au Point, et vous êtes un vrai spécialiste de la pauvreté. Vous avez publié plusieurs livres sur ce sujet qui nous préoccupe tous, et vous avez été à ce titre rapporteur général du Grenelle de l'insertion. Je suis très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui, Julien Damon. Alors, Anne-Sophie Moreau, je vais commencer avec vous. Ça va? J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de réglage de son, non? C'est bon? Bon, bref. Je suis très contente de vous avoir avec nous, tous les 5. Et je voudrais commencer par vous, Anne-Sophie Moreau. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur cette expression de « hockey boomer » pour la décrypter? Oui, alors d'abord merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette table ronde. Alors effectivement, pour les boomers dans la salle et pour ceux qui ne connaîtraient pas le sens de cette expression, c'est ce qu'on appelle un mème sur Internet au départ, c'est-à-dire c'est une expression qui était usitée sur Internet et qui a été popularisée au moment où une jeune députée néo-zélandaise lorsqu'elle essayait de s'exprimer et surtout d'attirer l'attention sur les problèmes écologiques, était interrompue sans cesse par la salle par des députés évidemment plus âgés qu'elle, et elle a répondu « Ok boomer », ce qui signifie, si vous me permettez une traduction libre, quelque chose comme « cause toujours, vieux schnock », je dirais, et qui est une expression qui finalement est employée donc par les jeunes pour signifier aux baby boomers qu'ils n'ont plus à leur couper la parole, qu'ils n'ont plus à les empêcher de s'exprimer, qu'ils n'ont plus à les infantiliser sur des sujets qu'ils jugent, eux, sérieux, comme l'écologie, le féminisme, la diversité, des sujets comme ça. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est que c'est une révolte vis-à-vis des anciens qui est assez inédite parce qu'elle renverse les critères de la révolte habituelle. C'est-à-dire que normalement, et c'est par exemple ce qu'ont fait les baby boomers avec leurs propres parents, on se révolte pour refuser le sérieux, l'ennui des anciens. Et on se révolte souvent pour pouvoir jouir sans entrave, profiter de l'hédonisme, de sa jeunesse, etc. Or là, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une jeune génération qui reproche à la plus ancienne, finalement, d'avoir conçu la liberté comme licence, comme irresponsabilité et d'avoir trahi ses propres idéaux. Et il me semble donc que c'est paradoxal parce que c'est à la fois, on reproche aux anciens, aux baby boomers, d'avoir été trop matérialistes, d'avoir trop consommé, d'avoir laissé un monde en ruine. Et en même temps, c'était une génération qui était avec des idéaux plutôt... Et en même temps, finalement... De retour à la nature. On les déteste aussi parce qu'ils ont trahi leurs propres idéaux. Et donc finalement, les baby boomers, c'est un petit peu le pharmacone, hein, pour reprendre cette expression de Platon sur l'écriture. C'est à la fois le poison et le remède, le baby boomer. C'est-à-dire que on adore le détester parce qu'on a envie de retrouver ses propres idéaux et on a envie de voir leur vie comme finalement, on a envie d'être vacciné, on a envie de ne pas imiter leurs erreurs. Le paradoxe quand même, c'est que les 68ards qui sont les baby boomers étaient quand même empreints d'une idéologie proche de la nature, très peace and love, qui ressemble un peu parfois au discours de cette jeune génération. Et d'ailleurs, dans la génération 68, on a des grandes figures de l'écologie politique comme Daniel Cohn-Bendit, qui aurait dû débattre avec vous aujourd'hui, mais qui est empêché. Voilà. Donc Camille, Étienne, est-ce que vous pensez que cette opposition entre la génération baby boomer et votre génération est pertinente? Honnêtement, je pense qu'elle est complètement dépassée dans le sens où évidemment qu'on ne déteste pas ces gens-là. Je veux dire, je ne vous déteste pas du tout chacun, parce qu'on a un écart d'âge, ce serait extrêmement bizarre comme position. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait, simplement, on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer comme ça. Manifestement, si on prend le temps d'écouter quelques minutes les experts et qu'on prend un petit peu d'énergie pour lire ce que nous dit le GIEC, ce que nous dit... on nous dit juste, écoutez, voilà, là, ça ne fonctionne plus. Donc, nous, notre position, c'est de dire, ok, mais donc, si des adultes nous disent, voilà, si vous continuez comme ça ne va pas, vous allez à votre propre perte, c'est simplement un élan vers la vie que de dire, eh bien, changeons.
Et on est confronté à certaines personnes qui refusent ce changement. Alors c'est une question générationnelle ? Et en fait, pas tant que ça, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que on rejette absolument pas tout l'ancien mouvement. On dit pas, mais vous avez chacun fait n'importe quoi avec la planète et tout, vous avez joui et maintenant nous on doit payer les conséquences. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. Je pense qu'on savait pas pertinemment ce qui était en train de se faire. Par exemple pour l'agriculture, prendre un sujet très concret. Bien sûr que ça a permis plein de choses, que peut-être que moi je ne serais pas là aujourd'hui si à un moment donné on n'avait pas eu une révolution industrielle. Et le fait est qu'aujourd'hui, avec du bon sens, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour par ego, on dit bah non, j'avais raison, je ne veux pas bouger, ou est-ce qu'on ose un petit peu remettre en cause tout ce qui aujourd'hui ne marche plus, quoi. On va avoir l'occasion d'en parler. Najat Vallaud-Belkacem, qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation entre la jeune génération et la génération des baby-boomers? Est-ce que vous la ressentez, cette confrontation? Oui, moi je la ressens. Je trouve que ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder si historiquement on a eu affaire à ce genre de mouvement. Et en fait, on serait tenté de se dire que dans l'histoire, vous avez toujours eu une nouvelle génération qui se retournait contre la précédente. Et d'ailleurs, ça a quelque chose de bon, parce que c'est de là que naît le mouvement. D'une certaine façon, si vous vous contentez de vous inscrire dans l'ordre établi, si vous ne le remettez pas en question, vous ne créez rien. Donc, il y a quelque chose de naturel. Sauf que là où c'est assez particulier, ce qui est en train de se passer, c'est que, d'une part, ce n'est pas contre la génération directement précédente que se retourne la nouvelle génération, c'est très intéressant, c'est contre une génération très particulière qui a vécu les 30 Glorieuses, etc., et qui est encore au pouvoir dans bien des endroits, c'est le sujet particulier. Ensuite, c'est contre une génération qui regarde la nouvelle génération avec une forme de goguenardise. De condescendance. De condescendance, c'est ça, qui au fond ne comprend pas beaucoup de ce qui caractérise cette toute jeune génération, ni son usage invétéré des nouvelles technologies, ni la conception qu'elle se fait de la consommation, pas consommation. Dans cette toute jeune génération, on est dans une société du partage, on va se prêter des appartements plutôt que vouloir les posséder, des voitures plutôt que vouloir les acheter, etc. Donc il y a une incompréhension d'une certaine façon entre cette génération baby-boomer et la toute nouvelle génération qui est là. Deuxième caractéristique, c'est évidemment ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le grief principal de cette toute jeune génération, incarnée par Greta Thunberg pour aller rapidement, le grief principal, c'est pas tant d'avoir eu les 30 Glorieuses, des années plus paisibles que celles que ces jeunes-là ont aujourd'hui, c'est la dette climatique. C'est la dette climatique qui leur a été léguée dans un moment qui est un moment d'éco-anxiété. Je veux dire, les jeunes sont tristes par rapport à ça. Et c'est pas, d'ailleurs, ce clash des générations, il n'est pas joyeux, hein. Ils ont la mine grave quand ils disent il faut passer à autre chose. Ils disent il faut passer à autre chose parce que sinon on va tous mourir. Et puis le troisième sujet, je ne veux pas être trop longue, mais qui caractérise à mon avis ce conflit générationnel, c'est en réalité la réaction que ça provoque du côté des dits baby-boomers, pour aller vite, parce que je ne veux pas non plus faire de généralité, mais quand vous voyez comment la moindre prise de parole d'une Greta Thunberg ou d'autres, qui sont souvent des jeunes filles d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, est accueillie par un certain nombre d'hommes d'un certain âge, qui sont généralement des hommes, je pense à des gens comme Laurent Alexandre, Alain Finkielkraut ou d'autres, avec beaucoup d'agressivité, voire de violence sur le mode « mais de quoi ils parlent, ils ne comprennent rien à la vie, qu'ils retournent à leurs études, etc. » C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez marquant, assez insupportable honnêtement, et donc c'est aussi cette réaction disproportionnée-là qui crée cette impression de conflit générationnel. Alors, pour avancer, pour voir si la pandémie sera une occasion pour les baby-boomers de se rattraper, j'aimerais qu'on précise un peu de quoi on parle. Les baby-boomers, on le sait, donc ce sont des gens qui sont nés entre 1945 et 1965 en Occident. Pendant la période du baby-boom après la Seconde Guerre mondiale, ils ont connu en fait la paix, évidemment, ils ont connu l'espoir, ils ont connu l'abondance dans une période de forte croissance économique. Mais les jeunes, de qui parle-t-on exactement? Monique Dagneau, est-ce qu'on peut parler de génération Covid, comme on l'a beaucoup vu dans les médias ces derniers temps? Oui, je serais assez favorable au fait de parler d'une génération Covid, parce que, en fait, les générations... Le problème est de savoir s'il y a des conflits de génération ou des identités de génération. Alors, on va voir le conflit un peu après, mais regardons de quoi on parle. Sur l'identité, la question de l'identité de génération est souvent rapportée, enfin, si on se réfère à Karl Mannheim, qui est le grand sociologue de la question des générations, et qui dit que chaque génération, notamment en raison du contexte socio-historique dans lequel elle a été éduquée,
est marquée. Et donc, ces différents membres ont une sorte d'affinité profonde entre eux et sont capables de produire ce qu'il appelle l'esprit du temps, c'est-à-dire un moment, quelque chose qui fédère tout un ensemble de gens, alors qu'on peut dire aussi qu'une génération est composée de classes sociales, de personnes qui ont des destins sociaux extrêmement différents, et que donc, a priori, rien ne les unit. Mais l'aspect socio-historique est donc est marquant. On peut dire qu'il y a la génération qui a vécu la guerre, la génération des baby-boomers, on pourra y revenir, et aujourd'hui, avec le Covid, sûrement, si le Covid avait duré 3 minutes, à la limite, on serait passé dessus. Mais comme finalement, on peut aussi discuter ça, on a arrêté toute la société, à n'importe quel prix, et que les jeunes, d'ailleurs, s'y sont pliés assez volontiers. On va en reparler un peu plus tard, Monique Dagno. Dites-moi juste, est-ce qu'il y a une identité de génération? Ok, donc la génération Covid, elle aura vécu cet arrêt et surtout cette incertitude sur son avenir. Même ceux qui sont très diplômés sont aujourd'hui dans une situation où finalement l'avenir est parsemé d'incertitudes, parce qu'il y a des incertitudes sanitaires, qu'il y a évidemment une crise économique et qu'on ne sait pas comment eux, qui ne sont pas encore insérés dans la société, ils vont se débrouiller. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec l'idée d'une génération Covid. Alors Julien Damon, quand on a préparé, vous m'avez dit, oui, génération Covid, mais quand même aussi grande différence entre les jeunes, selon le milieu social et selon le niveau de diplôme. Et pas, on reparlera de ce qui va les réunir, mais est-ce qu'il y a une différence dans cette jeune génération? Oui, évidemment. Alors, comme ça, on peut répondre très succinctement. Il est absolument évident que n'ont pas vécu de la même manière le confinement des enfants qui ont pu aller dans la résidence de campagne de leurs parents, quand d'autres étaient dans les appartements déjà suroccupés de villes extrêmement denses. Alors, cette porte bien enfoncée, ce poncif prononcé, je crois que l'essentiel est quand même d'aborder le sujet des conflits. C'est-à-dire que sur le Covid, vous avez des victimes physiques qui sont les personnes âgées et vous avez des victimes économiques qui sont les PME, certes, mais qui sont surtout les jeunes, qui vont avoir du mal à entrer sur le marché du travail. Ce sera plus aisé pour un polytechnicien ou un HEC que pour un titulaire d'un simple CAP, évidemment, mais toute la génération aura connu un impact. Sachant quand même que sur des générations Covid, c'est nous tous ici déjà qui appartenons à cette génération qui aura vécu cet événement absolument majeur. Sur les dettes quand même de cette jeunesse, il y a la dette climatique, mais je pense qu'il faut immédiatement enfoncer le clou, il y a aussi la dette financière qui est plus aisément évaluable. C'est-à-dire que ce qui pèse sur les jeunes générations, c'est les comptes sociaux, et les comptes publics en général, mais les comptes sociaux en particulier, qui font pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des enfants extrêmement endettés, voire surendettés, avant qu'ils abordent le marché du travail. Mais avant même la dette, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, entre les diplômés et les jeunes non diplômés, cette crise va être épouvantable, notamment pour les non-diplômés? Oui, alors... Est-ce que ça va creuser les inégalités encore plus entre les jeunes diplômés et les jeunes? Alors, on a beaucoup parlé des inégalités révélées par le Covid-19, révélées par le coronavirus. En fait, je pense moi que ça ne révèle rien, mais que ça exacerbe des inégalités qui existent, en particulier celles des milieux et des conditions de vie dans lesquelles se trouvent ces enfants, qui sont les milieux et conditions de vie de leurs parents. Et deuxième chose, si on regarde l'avenir, c'est celui d'un marché du travail qui va être compliqué, pour le dire en termes très diplomatiques, et particulièrement compliqué pour ceux qui auront eu même davantage de mal que leurs prédécesseurs à l'école et qui vont être confrontés à la fermeture, c'est peut-être un mot trop prononcé là, mais en tout cas à des barrières que n'auront pas connues leurs aînés. Alors je me tourne vers vous, Camille Etienne, vous faites partie de cette jeune génération, donc ces jeunes quand même hyper diplômés, écologiste, et vous êtes porté par un ressentiment générationnel, mais pendant quand même la crise des Gilets jaunes, on a entendu des phrases comme « l'écologie, c'est un combat de riches ». Comment vous réagissez par rapport à ça?
On a organisé une marche, d'ailleurs, où je me suis fait défoncer sur Twitter, je crois que c'est vraiment le mot, qui rassemblait des gilets jaunes et la jeunesse pour le climat. En fait, on a voulu leur tendre la main à ceux qui voulaient, et puis pas que des gilets jaunes, mais c'est une marche pour dire justice sociale et justice climatique, avec la formule de Cyril Dion, fin du mois, fin du monde, même combat. Je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les premières victimes du réchauffement climatique, ce sera ceux qui sont déjà aujourd'hui en train d'avoir l'eau qui monte dans les îles, qui se tapent les sécheresses. Donc les luttes sont extrêmement liées, c'est ce système de domination qu'on a établi sur les femmes, sur la nature, sur les minorités et sur les plus pauvres. Donc nous, ce qu'on demande en tant que jeunes, c'est pas simplement sauver la banquise et les ours blancs, ça va bien plus loin que ça. C'est dire cette société d'aujourd'hui. Honnêtement, posez-vous vraiment la question, si je vous donne une feuille blanche et que je vous dis, dessinez le monde que vous voulez, qui, franchement, dessine celui-là? Si quelqu'un lève la main, bah, tant mieux pour lui, mais je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et que donc vraiment, ça va bien plus loin que l'idée de dire restons sous les 1,5 degrés. Donc il ne faut pas oublier ça. Et une deuxième idée très rapidement, est-ce que c'est un combat de riches? Est-ce que c'est pas parce que je peux me permettre Évidemment, dans le sens où c'est déjà parce que je peux aller à l'école, que je peux me permettre de louper l'école pour faire des grèves pour le climat. Mais on a d'autant plus une responsabilité. On a d'autant plus une responsabilité parce que c'est notre mode de vie à nous qui fait en sorte que des gens au bout du monde, ou même d'ailleurs pas forcément au bout du monde, mais qui ont moins que nous, sont en train de payer les conséquences directement. Donc on a une responsabilité supplémentaire, et ne pas le faire alors qu'on peut se permettre de le faire, c'est irresponsable. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, quand même, vous occupez d'une ONG qui lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous constatez une augmentation, est-ce que vous voyez déjà des jeunes pauvres trinqués de la crise du Covid? Ce que disait Julien Damon est très juste, c'est-à-dire que la crise et le confinement qu'on vient de traverser, clairement auront eu une incidence économique et sociale sur la jeunesse. Autant c'était les plus âgés qui étaient les plus à risque face aux risques santé, autant la question économique et sociale, c'est vraiment sur leurs épaules à eux qu'elle pèse. Et d'ailleurs, Julien Damon évoquait la question économique, c'est-à-dire évidemment les CDD, les intérims qui vont être les premiers à disparaître, et on peut le comprendre dans les entreprises, donc moins d'emplois, mais on peut évoquer la question du décrochage scolaire, si on veut commencer, j'allais dire, par la base. Donc il y a eu du décrochage scolaire, il y en a d'ailleurs eu bien plus malheureusement que ce qui a pu être annoncé parfois. Il y a eu du décrochage scolaire chez les élèves, dans le primaire, dans le secondaire. Il y en a eu aussi beaucoup chez les étudiants. Une récente étude de la FAGE, qui est un syndicat étudiant, démontrait que 8 étudiants sur 10 estimaient avoir décroché pendant cette période de confinement. Il y a eu des projets de réorientation professionnelle qui ont été la norme pour beaucoup d'étudiants qui ont compris qu'en fait, ils n'auraient pas de place là où ils auraient espéré en avoir. Il y a eu des problèmes d'accès à la santé pour les jeunes aussi, puisque plus d'un tiers des jeunes n'est pas allé se faire soigner. Alors, il y a plusieurs raisons, mais notamment financières. Donc, bien sûr qu'à la fin, le tribut que paye la jeunesse est très lourd, et en particulier la plus en difficulté, qu'on retrouvait d'ailleurs dans les fils de l'aide alimentaire, vous vous en souvenez. Et plus cette crise va durer, et plus ce tribut sera lourd à payer. Ça va de soi. Et à la limite, la question qu'on peut se poser, alors moi, je suis pas, j'ai vu qu'il y avait des choses qui s'écrivaient sur le sujet, je ne suis pas du genre à dire cyniquement, on aurait peut-être dû faire la balance entre le coût, en gros, d'une espérance de vie en bonne santé pour les plus âgés et d'une espérance de vie en bonne situation économique pour les plus jeunes. Je ne suis pas dans ce cynisme-là, parce que je pense qu'il faut préserver la vie, quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'on aurait pu avoir un vrai débat de société pendant le confinement sur concrètement, voilà ce qui va nous attendre à la fin, quelles vont être les premières victimes économiques et sociales, les jeunes, qu'est-ce qu'on prépare pour elles. Donc je pense que là, pour le coup, on a peut-être manqué une étape. Julien Damon, d'une manière plus générale, avant la crise du Covid, qui des plus jeunes et des plus âgés sont privilégiés par les politiques publiques? On va pouvoir faire un sondage alors, comme ça les gens vont pouvoir se réveiller et ne plus regarder leur téléphone portable. Il y a une question en 2 points. Qui est aujourd'hui, qui, parmi les jeunes ou parmi les vieux, connaît les plus hauts taux de pauvreté? Qui pense que ce sont les jeunes les plus pauvres en France? Vous levez la main, et le MEDEF prend les réponses. Et qui pense que c'est les vieux?
Bon, on va dire que la majorité de ceux qui ont répondu a raison. C'est pour donner quelques chiffres très rapidement, et ceci bien avant le Covid, hein, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, c'est assez clair. Vous avez en France un enfant sur 5 qui est compté comme pauvre. Ça fait parfois frémir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 20% des enfants qui vivent dans des familles qui, elles, se trouvent sous le seuil officiel de pauvreté. Pour les retraités, on va continuer sur un sondage. Quel est le taux de pauvreté? Donc je vous dis, pour les jeunes, c'est-à-dire moins de 18 ans, là, en l'occurrence, le taux de pauvreté, c'est 20%. Je vais vous donner deux possibilités pour les retraités. Allez, 7% ou 14%. Qui pense 7%? Voilà. Qui pense 14%? Il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent, hein. J'en connais en plus, là, qui sont sur leur téléphone. La réponse, c'est 7%. Hein. Nous avons, et c'est ça qui est très important, eu un changement historique en France et dans les pays riches en général, après 1945. C'est qu'auparavant, vous citiez Simone de Beauvoir, qui, dans votre introduction, qui en 1970 a fait un bouquin sur la vieillesse, où elle rappelait ce fait fondamental, c'est que les vieux, les vieillards, mouraient dans la misère. Hein. Et ce qui a sauvé de la misère les vieillards, c'est les systèmes de retraite. Ils sont allés à un tel point de réussite, si j'ose dire, hein, qu'aujourd'hui, ils placent les personnes âgées, enfin les retraités, qui ne sont pas que des personnes âgées, à des niveaux de vie qui sont supérieurs à ceux des actifs. En clair, auparavant, la pauvreté, c'était les vieux. Aujourd'hui, ce sont les jeunes. Et ceci va se renforcer avec le Covid. Oui, c'est ce que Hakim El-Karoui a appelé la lutte des âges. Dans un livre publié il y a quelques années, il analysait comment les retraités avaient pris le pouvoir démocratique et économique aux dépens des générations montantes. Cette lutte des âges, elle est d'autant plus féroce qu'elle est silencieuse. Alors j'aimerais qu'on rentre un peu plus dedans et qu'on regarde les différents points qui opposent et qui relient les jeunes et les baby-boomers. J'aimerais qu'on parle un peu du rapport à la mort. On a vu pendant la crise du Covid, notre rapport à la mort a été questionné. La crise des EHPAD a montré une face assez sombre de notre société, une forme d'abandon des plus âgés. Alors Anne-Sophie Moreau, est-ce qu'il y a une différence de perception de la mort entre les jeunes et les seniors dans notre société? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'en réalité, les jeunes générations et les plus anciens partagent un même tabou autour de la mort. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, comme dirait l'historien Philippe Ariès, on a évacué peu à peu la mort de nos sociétés. Hein, donc déjà, on l'a morcelée, c'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement ce que c'est que la mort. C'est devenu une série de petites étapes, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on est véritablement décédé. Et surtout, on a sorti de la mort de la vie, elle n'est plus familière. On a sorti les cimetières des villes et surtout, on ne meurt plus chez soi. Avant, on mourait en organisant sa mort, entre guillemets, c'était théâtral, on faisait venir le prêtre, etc. Maintenant, c'est fini, il est devenu, comme il dit, entre guillemets, inconvenant de mourir. Et l'on préfère mourir à l'hôpital. Et évidemment, la crise du Covid a poussé cet état de fait à un paroxysme qui est qu'on meurt désormais seul à l'EHPAD. Donc, disons que notre évitement de la mort nous a, pour la première fois, peut-être éclaté aux yeux. Et alors, je dirais qu'il y a même un paradoxe, c'est que la mort est devenue, a remplacé le sexe comme tabou. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez davantage à un dîner parler de vos parties génitales que d'une phase terminale de cancer. Hein. Pardonnez-moi, c'est un peu cynique, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on observe sociologiquement. Et je pense que les jeunes sont très représentatifs de ce même rejet du tabou de la mort. Et en même temps, aussi qu'il y a une sorte beaucoup de la mort des animaux. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une sorte de retour du refoulé, de la mort humaine qu'on voit à travers l'obsession l'obsession par rapport à la belle mort des animaux. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de militants qui se prennent la tête sur qu'est-ce qu'une mort douce pour une vache. Voilà, alors il faut qu'il y ait des abattoirs mobiles. On parle, par exemple, en Allemagne, il y a des initiatives qui consistent à finalement proposer que la vache meure tuée par un sniper, entre guillemets, au meilleur moment de son existence, en broutant tranquillement dans un pré, voilà, alors même qu'on refoule tous les débats autour de l'euthanasie, du suicide assisté, etc. Et je pense que c'est un point commun entre toutes les générations et c'est un tabou dont il va falloir parler. Camille, Etienne, qu'est-ce que vous répondez à ça, sur le fait qu'au fond, votre génération s'occupe plus de la mort animale que de la mort humaine, finalement, si je vais un peu vite pour traduire
Anne-Sophie? Je pense pas du tout qu'on oppose spécialement ces deux morts. Je pense que on est d'ailleurs, c'est une génération très ouverte sur la question d'euthanasie. C'est quelque chose qui est en train dont on parle un peu et dont on, enfin, et on, encore je dis on, la jeunesse, comme s'il y avait qu'une seule jeunesse, mais je pense que bien sûr c'est vrai que la mort est quelque chose de tabou, mais je pense que ce mouvement-là pour le climat, pour la justice sociale, c'est une angoisse de mort incroyable. Bah oui. C'est parce qu'on est flippé de se dire, mais enfin nous, ça va arriver plus tôt en fait. Enfin, l'échéance, quand on regarde les rapports de GIEC, on nous dit quand même que c'est dans bientôt, et ça fait flipper. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se bat. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que encore une fois, on ne se bat pas juste pour des koalas ou pour que les vaches elles puissent mourir tranquillement avec un sniper. Mais c'est parce qu'on aime vraiment la vie. Et quand Madame Najat Vallaud-Belkacem, vous disiez que c'est un combat à la fois très triste, je pense que à la fois oui et non. Parce qu'on veut retarder au maximum cette mort-là imminente. Et c'est parce qu'on aime profondément la vie qu'on fait tout ça. Je veux dire, moi je suis quelqu'un de profondément joyeux et passionné. Mais c'est parce qu'on trouve ça incroyable et qu'on a envie d'avoir droit à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous nous avez promis, de tomber amoureux, de vivre des choses incroyables. C'est parce que ça a l'air fou et qu'on se dit, mais nous aussi on le veut. Alors du coup on y va. On vous a bien entendu. On vous a bien entendu. Monique Dagneau, j'aimerais maintenant qu'on parle du rapport à la famille des deux générations dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la génération des baby-boomers et puis la génération de Camille Etienne, et notamment de ces écologistes, mais ça n'a rien à voir d'ailleurs, la génération de Camille, et le rapport à la famille de cette génération. Alors, le rapport à la famille de cette génération, il est finalement très différent de celui de la génération des baby-boomers. Les baby-boomers, ils sont rentrés dans la vie en rejetant finalement le système de valeurs, les représentations portées par la génération d'avant, en se mobilisant contre le patriarcat. La famille était considérée, disons, dans les années 60, comme une aliénation. Et il y avait un film très célèbre qui s'appelle Family Life, qui montrait finalement comment des enfants étaient psychologiquement détruits par ce système patriarcal, et pas que les enfants, en particulier les femmes, l'étaient. Donc l'entrée des baby-boomers, elle s'est faite sur la contestation de la famille, et je dirais en riant un peu, c'est qu'aujourd'hui, ces fameux baby-boomers sont devenus portés par le culte à la Victor Hugo de l'art d'être grand-père, et ils sont complètement réconciliés avec l'idée de la famille. Et les jeunes ? En ce qui concerne les jeunes, justement, c'est tout à fait différent. Si vous voulez, entre-temps, sur ces 30 dernières années, les grandes institutions de la société, notamment le gouvernement, les partis, la vie politique, tout ceci, leur image s'est beaucoup effritée. Il y a très peu de confiance envers les autres institutions, d'accord. Et donc, du coup, en fait, il y a une institution qui demeure très très forte et qui unit les générations, c'est la famille. Alors la famille, évidemment, vue absolument pas comme la famille nucléaire, papa, maman et les enfants, mais la famille vécue comme quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus variable. D'ailleurs, il y a différentes sortes de familles qui sont tout à fait acceptées. Et donc aujourd'hui, la famille pour les jeunes, c'est plutôt un ciment qu'un objet à rejeter, un sujet à rejeter. Alors, donc, s'il y a conflit entre les générations, ce n'est pas dans la famille qu'il se traduit. Passons maintenant à l'économie et au travail, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. On sait que les jeunes diplômés se posent de plus en plus de questions sur le sens de leur engagement professionnel. On sait que la crise a intensifié ce questionnement. Ils veulent travailler dans des entreprises qui sont correctes sur le plan de la planète, de l'éthique, des femmes, de la diversité, etc., etc. Mais on sait aussi que la récession qui arrive est qualifiée d'une des plus brutales depuis la guerre et que cela aura des conséquences importantes sur l'emploi des jeunes. Donc Julien Damon, est-ce que les jeunes auront le choix finalement des entreprises où ils seront embauchés ? On pourrait poser la question à toutes les personnes qui sont dans la salle et qui ont des perspectives d'embauche probablement un peu plus réduites qu'il y a un an. Bon, il y a des aides, hein. Il va y avoir beaucoup d'aides. Alors, il y a les aides et le ministre de l'économie,
Monsieur le maire tout à l'heure en a refait la publicité. C'est des aides en effet extrêmement substantielles. Mais enfin, je ne vais pas prendre le micro trop longtemps pour dire que oui, l'avenir pour les 2-3 années qui viennent est quand même préoccupant. Que dire de plus à ce sujet? Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous confirmez que le fossé va se creuser? Vous voulez dire à l'intérieur dans l'accès à l'emploi? À l'intérieur même d'une génération? Oui. Oui, bah, ça va de soi. Enfin, je pense que c'est ce que Monique Dagneau avait aussi en tête tout à l'heure quand elle disait, de toute façon, faire attention, il n'y a pas une jeunesse, il n'y a pas une catégorie de personnes âgées. Évidemment qu'il y a des différences à faire entre les générations. Donc, je pense que le fossé va se creuser. Et en fait, la question, c'est aussi de savoir si on fait le lien entre la question économique pure et ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'engagement, le désir d'engagement des jeunes. C'est quels sont ces jeunes qui auront le choix d'aller vers des métiers qui leur permettront justement d'être nourris en termes d'engagement, et ceux qui n'auront pas de choix. Voilà, donc les questions en fait sont multiples aujourd'hui. Alors Anne-Sophie Moreau, on a vu quand même pendant cette crise un boom du télétravail. Or le télétravail était plébiscité quand même par la jeune génération. Donc j'aimerais savoir si le télétravail est quelque chose au fond qui va permettre de réconcilier les jeunes avec l'entreprise. Alors c'est surprenant parce que on aurait pu croire que la jeune génération allait adorer le télétravail. Après tout, on nous a toujours décrit ces jeunes comme étant ultra connectés, comme étant ce que David Goodhart appellerait des anywhere, c'est-à-dire des jeunes qui sont partout et nulle part, qui peuvent travailler de n'importe quel hostel avec leur laptop sur les genoux. Et en réalité, c'est absolument pas ce qui se dessine, ou en tout cas, c'est pas ce qui s'est révélé pendant la crise du Covid. C'est-à-dire en tout cas, si j'en crois les sondages, les jeunes générations sont beaucoup moins enthousiastes au sujet du télétravail que leurs aînés. Pourquoi ? Parce que le télétravail, finalement, ça a énormément de bons côtés sur lesquels je ne reviendrai pas maintenant, mais finalement, le télétravail s'est adapté pour ce que Hannah Arendt appellerait le labeur, hein, c'est-à-dire l'exécution de tâches qu'on connaît déjà, dont on connaît déjà la finalité proche, voilà, et donc c'est adapté pour des gens qui connaissent bien leur travail, qui connaissent bien leur fonction dans l'entreprise, qui connaissent bien les usages. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer à ce qu'elle appellerait l'action, c'est-à-dire l'activité collective qui implique de commencer du nouveau, non pas d'être productif à court terme, mais d'initier, d'innover, de prendre des initiatives et de s'ouvrir à un avenir incertain. Et donc ça implique aussi d'accueillir les jeunes, d'être capable de leur montrer ce que c'est qu'une entreprise, de leur prendre la main sans les infantiliser. Et je pense qu'à travers ce rejet dans les sondages du télétravail des jeunes, c'est ce qui se donne à voir. On risque aussi, et ça s'est vu aussi pendant le confinement, on risque aussi de se retrouver, si on généralisait le télétravail à 100%, mettons, ce qui je ne pense pas, ce qui n'arrivera sans doute pas, mais on risquerait de se retrouver dans une véritable dystopie qui pourrait au contraire mettre à jour les inégalités, hein, c'est-à-dire une sorte de cauchemar où on aurait les dirigeants qui seraient dans leur maison de campagne du Luberon pendant que le jeune travailleur serait dans sa micro-chambre de bonne en train de trier et d'envoyer son travail par email. Sans aucune formation, sans accompagnement, sans rien du tout. Voilà. Alors, Camille Etienne, je me tourne vers vous. Je pense qu'on a hâte de vous entendre. Quel rapport vous entretenez, vous, avec l'entreprise? C'est le moment où on me jette des tomates, c'est ça. Quel rapport j'entretiens avec l'entreprise? En fait, on a besoin de vous. Si je peux me permettre de faire passer un petit message. On a besoin de vous, c'est-à-dire que le rapport pour cette société de demain, on a besoin de tout le monde maintenant et vraiment avec ambition. Donc mon rapport, c'est que je passe beaucoup d'heures à rencontrer comme je fais aujourd'hui, des chefs d'entreprise pour leur dire, mais vous savez, vous pouvez sincèrement être une partie de la réponse. Et vous devez l'être, parce que comme on parlait tout à l'heure, en tant que privilégié, on a une responsabilité supplémentaire. Donc il faut être ambitieux et pas avoir peur de changer. Évidemment qu'on va devoir la financer, cette transition. Maintenant, en tant que simplement jeune et tout ce qui est la question par rapport au travail, ce modèle-là, il ne va plus marcher très longtemps. C'est certain. Nous, on en a déjà marre. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de télétravail? C'est parce qu'on s'ennuie aussi chez soi. On a besoin de liens humains. On a besoin de toutes ces choses complètement tombées en désuétude.
mais qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour, la solidarité, tout ça, les choses comme ça. Donc je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Alors, vous êtes ici quand même à la REF du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Donc j'aimerais quand même vous parler de la croissance. Vous avez interpellé le Premier ministre sur Instagram. Le Premier ministre qui disait « Je ne crois pas à la décroissance écologique, mais à la croissance verte ». Vous lui avez rétorqué dans un message un peu insolent, mais vraiment très drôle, « Arrêtez de croire, agissez, ouvrez les yeux ». Bruno Le Maire a annoncé que la relance sera verte. Est-ce que vous croyez à la croissance verte? Aïe, la question qui pique. Non, désolé, pas du tout, pas un tout petit peu même. Je pense que la croissance, qu'est-ce que c'est si on prend un peu de recul? Et je pense que la naïveté de mes 22 ans me permet de prendre ce recul plus facilement. Croître, bien sûr que j'ai envie de croître. Si croître, ça veut dire avoir plus d'équité, plus de bonheur. Pourquoi est-ce qu'au fond on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance? Pour plus d'égalité, pour avoir accès à l'éducation, pour que les gens puissent... Ça, on est tous d'accord, et bien sûr. Mais à un moment donné, il faut aussi... Il y a la théorie du donut, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe de dire produisons et croissons assez pour rester, pour que chacun puisse vivre dans cette égalité, cette paix, etc. Mais ne produisons pas trop, de manière à ne pas dépasser les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est ce qui met en danger directement notre vie. C'est ridicule de dire, si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Donc vous êtes pour une forme de décroissance? Mais en fait, c'est bien. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un débat qui se trompe pour moi de terrain, parce que on parle de croissance en parlant de PIB. Je pense que si c'est croître en bonheur, en équité, en paix, mais croissons, je veux dire, bien sûr, hein, mais décroître pour rester dans des limites planétaires et nous assurer un avenir, c'est du bon sens. Personne ici dit, je pense que personne de sensé peut réellement soutenir. Mais concrètement, Camille, Etienne, vivre, comment on s'y prend concrètement? J'aimerais bien, du haut de mes 22 ans, avoir toute la réponse à moi toute seule. Je ne serais sûrement pas là si c'était le cas. Mais il faut qu'on ose changer doucement et qu'on ose changer ensemble. Et il y a plein de modèles différents qui existent. Il y a plein de modèles qui se bougent. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser, ils proposent plein de choses. 150 citoyens qui ont mis 149 mesures. Oui. Et il y a plein de choses concrètes qui agissent et qui pourraient être mises en place demain et qui sont très pertinentes et qui vont dans une logique de produire moins pour s'enlever de tout ce qu'on n'a pas besoin concrètement. D'accord, mais moi, la question que je me pose, c'est qui décide que cette année, je n'ai pas besoin d'une voiture et qu'il faut que j'attende l'année prochaine? Qui décide ça? Eh bien nous. Mais qui nous? C'est-à-dire que chacun a une responsabilité. Là, vous êtes à la fois des citoyens qui votaient, qui avaient une voiture, donc c'est à vous aussi de vous dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Vous êtes peut-être aussi des dirigeants politiques et donc vous avez aussi vous appelez des chefs d'entreprise qui pouvaient décider de dire on va produire peut-être, au lieu de reproduire une deuxième voiture, on va créer un nouveau modèle où on va réparer des anciennes, les rendre plus écologiques, les rendre plus soutenables, plus durables. D'accord. Alors la croissance telle qu'on la connaît, avec ses dérives, d'une consommation compulsive, de la fabrication qui est parfois pas très éthique, à l'autre bout du monde, etc., etc. Je comprends je comprends que vous ayez envie d'en sortir, etc. Mais est-ce que finalement votre préoccupation un peu décroissante, c'est pas une préoccupation de gens quand même assez nantis et très éduqués? Je pense pas, parce que justement, c'est parce qu'il y en a qui n'en ont pas assez qu'on se bat. Comme je le rappelais au début, il ne faut pas opposer ces luttes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On se voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on revient au début de cette plénière sur les boomers. On se rend bien compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Honnêtement, personne ne peut soutenir de manière sensée que ça marche. Donc on est obligé de réinventer quelque chose. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, beaucoup plus, de plus en plus, il y a des inégalités qui se creusent. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence. Il va falloir qu'on en sorte. Je veux dire, c'est une nécessité. Ça ne fait pas plaisir de soutenir ça. Je veux dire, si ça marchait, mais tant mieux, faisons-le. On se rend compte que ce n'est pas possible, donc il va falloir qu'on en sorte. Camille Etienne, vous voyez bien qu'il y a une différence de temporalité entre l'écologie, qui était une question de moyen terme, et alors bien sûr de très court terme. Oui, de très court terme, mais on va dire quand même, il faut y réfléchir à changer. Donc tout un changement demande plus de temps que le social qui est là est urgent, si vous voulez. Donc voilà, Vous savez combien de personnes sont mortes de la pollution de l'air en France chaque année?
50 000. D'accord. Plus les chiffres du Covid en tête, mais c'est entre 30 et 40. Donc c'est pas du tout quelque chose ni de court terme, on parle des générations futures, mais si je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes tous concernés. On ne dit pas genre moi, nous, en pas 2050, encore trouvé... mais vraiment aujourd'hui, c'est une question de maintenant qui se passe. Voilà, alors écoutez, du coup, on glisse bien vers le dernier sujet, qui est le rapport à la politique de cette génération. J'aimerais vraiment qu'on en parle, parce que cette jeunesse a un rapport à la politique qui à la fois veut tout changer. Et donc Monique Dagneau, moi je me tourne vers vous. Quel est le rapport à la politique qu'entretient cette jeunesse qui veut tout changer? Ouais, c'est pas cette jeunesse, toutes les jeunesses veulent changer. Si vous voulez, la génération de 68, c'était la même chose. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Peut-être elle se présente comme évidemment sous l'idée d'un conflit de génération. Il y a plutôt une question d'identité des générations, ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, cette génération, elle est porteuse d'un projet. Si vous interrogez d'ailleurs des jeunes, pour le coup, de différents milieux, ils ont effectivement un autre rapport au travail. Ils ne sont pas absolument fascinés par le modèle consommatoire qui a été développé pendant les 30 Glorieuses. Ils ont envie sans doute d'une société plus fraternelle, plus solidaire. Ils sont attentifs, peut-être encore plus même que les générations d'avant, à cette question du saccage de la nature et de l'environnement. Mais à la politique. Mais finalement, ils sont porteurs d'un projet. La génération 68 était une génération idéologique. La génération d'aujourd'hui est aussi une génération utopique et idéologique. C'est tout à fait... Et elle fait avec ce que lui offre le monde aujourd'hui et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ensuite, par contre, comment ils font de la politique? C'est plutôt ça. Et la politique, pour eux, disons que la démocratie représentative est moins, disons, ancrée dans leur représentation que l'idée de faire la politique différemment, plus effectivement par des actes quotidiens, plus peut-être par l'engagement associatif, plus et qu'ils vont entrer dans le monde avec d'autres armes pour faire bouger les choses. Cela dit, je pense quand même, parce qu'on ne l'a quand même pas assez dit, cette génération elle est unie mais, par des valeurs, système de représentation, mais surtout elle est extrêmement différenciée. Et il y a une partie de cette génération, comme d'ailleurs dans les autres générations, qui porte le flambeau. Et si on, par exemple sur l'écologie, vous l'avez un peu indiqué, les gens qui portent le plus le flambeau, ce sont des jeunes plus diplômés, plus urbains, mais voilà, ça fonctionne comme ça. C'est souvent eux qui prennent conscience, qui s'engagent, qui parlent en public. Et je pense qu'ils auront... il faut les écouter. Voilà. Alors, dans l'histoire des générations, il y a évidemment ce que transmettent les générations vieillissantes, mais il y a aussi ce qu'apportent les générations. Oui. Mais face à c'est ça qu'il faut écouter. Moi, ce que je voudrais quand même aborder, c'est que la génération de Camille rejette les institutions classiques de la politique et plus pour une politique avec la Convention citoyenne, vous en avez parlé tout à l'heure, des choses plus proches, plus participatives. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque face à la crise qui arrive de radicalisation politique chez ceux qui se sentent exclus du système, qui pensent que les dés sont pipés en leur défaveur, un mécontentement donc, qui risque d'alimenter des tensions, voire une colère. Et il y a d'ailleurs certains observateurs qui redoutent une explosion sociale. Julien Damon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que dans tout débat sur la jeunesse, il faut nécessairement qu'on fasse un peu de gérontophobie. Ah, les vieux, c'est méchant, les jeunes, c'est génial. D'ailleurs, on pourrait le dire de cette manière, avec une belle faute d'orthographe à l'oral, les jeunes sont géniales. Voilà, comme ça qu'on a un résumé général du propos. Il y a une partie de la jeunesse quand même qui met le souk. En témoignent les victoires ou les défaites à n'importe quel match de football ou les fiestas à n'importe quelle occasion. Donc la jeunesse n'est pas belle dans son ensemble, première chose. Deuxième chose, la critique de la démocratie représentative, la valorisation, la prophétie autour de la démocratie participative. Je pense qu'on arrive à des excès préoccupants qui aboutissent à des libertés qui sont bridées et de la démocratie qui est mise de côté. Personnellement, moi je pense que le tirage au sort, complétant
d'autres formes de désignation a des vertus. Alors pour les législatives, on va reparler de la proportionnelle. Pourquoi ne pas prendre une centaine de députés au hasard, 2 vertus au hasard? Ça permet une représentativité plus immédiate, c'est statistique, dont la parité, voilà, d'un seul coup. Et moi, j'ai une proposition que j'aime bien, elle existe depuis 1974 pour les jeunes, c'est d'attribuer le droit de vote à 16 ans. Pourquoi depuis 1974? Pour ramener vers les institutions démocratiques. Ça ne les ramènera pas beaucoup, ça en ramènera quelques-uns. Je connais les contre-arguments au droit de vote à 16 ans, c'est « oh, ils ne votent pas trop, ils ne sont pas assez mûrs, et puis ils votent mal, ils votent trop vert ou ils votent trop Front National ». Ok, ça ce sont les contre-arguments. Les arguments favorables, c'est que ça conduirait à rajeunir les programmes politiques un peu. Car dans des pays vieillissants, l'intérêt politique, c'est quand même de faire des projets pour nous, les proches de 50 ans ou plus de 50 ans. Voilà. Première chose, ça rajeunirait un tout petit peu les programmes politiques. Deuxième chose, ça responsabiliserait les jeunes. Alors on dirait, ben là, tu demandes la parole, tu l'as, hein, oui. Un petit peu plus. Et puis... Troisième chose, d'autres pays le font. Très différents, le Brésil ou, plus proche de nous, l'Autriche. Enfin, troisième chose, et là je glisse pour le monde de l'entreprise, tout salarié de plus de 16 ans, s'il est avec un contrat depuis 3 mois, donc on va dire qu'à partir de 16 ans et 3 mois, il est possible de voter pour le système de délégation du personnel. Donc je pense que le monde de l'entreprise devrait soutenir le droit de vote à 16 ans. Merci beaucoup à tous les 5. Alors ça a été un peu court, je suis désolée. Merci à tous, merci, c'était passionnant. On voit bien que quand même s'il y a un conflit, c'est aussi un conflit social hein, qui se profile, plus peut-être qu'un conflit générationnel, que la préoccupation écologique, elle est finalement commune, je pense, à toutes les générations. C'est l'ensemble de la société hein, qui est mise en difficulté, toute génération confondue par cette crise. Les entreprises auront un vrai rôle à jouer pour insérer les jeunes dans l'emploi et mettre l'économie au secours de l'écologie, ou peut-être l'inverse. Voilà, ça me fait une très bonne transition pour le débat d'après. Merci à tous et à toutes.